Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Comme tous les jeudis, nous sommes en compagnie du docteur Brou qui est installé. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Nous serons très heureux donc de prendre ces analyses et ces conseils. Et vous également, très chers téléspectateurs, vos témoignages, vos questions ou vos conseils sont attendus. Le téléphone sera ouvert dans quelques instants. Le numéro s'inscrira sur votre écran. Le thème du jour, il est d'actualité. La rentrée scolaire est effective depuis une semaine maintenant. Je sais qu'il y a eu quelques retardataires, mais je pense que normalement, tous les élèves sont bien rentrés, ils ont bien effectué leur rentrée scolaire. On parle des différentes conditions dans lesquelles il faut mettre les élèves pour qu'ils aient des résultats scolaires optimaux, pour qu'ils travaillent bien. On parlera d'une condition très importante qu'on a tendance à négliger, c'est l'environnement familial, la stabilité familiale, car vous n'êtes pas sans ignorer que la stabilité familiale a un impact très important sur les résultats de nos enfants. N'est-ce pas, docteur? Oui, absolument. Je pense que dans tous les documents que vous allez parcourir, il y a certains, vous voyez, avec les enseignants, que ce soit du préscolaire, du primaire ou du secondaire, tout le monde est unanime pour dire que les conditions de vie de famille, l'ambiance familiale, ce qu'on appelle la dynamique familiale, a un impact réel sur les résultats des enfants. Donc, ce n'a pas été rare que, c'est pas rare que nous rencontrons souvent des enfants, que ce soit dans nos lectures ou même de façon physique, qui ont des mauvais résultats scolaires. Et lorsque nous essayons de voir un peu la dynamique familiale, nous rendons bien compte qu'il y a une certaine instabilité, il y a un certain conflit, en tout cas une famille, j'allais dire, instable à tout point de vue. Alors, docteur, quand on parle d'environnement familial, on ne parle pas forcément de moyens financiers. Hein. Non. On parle surtout d'harmonie familiale, d'éducation, d'encadrement. Je voudrais justement le dire, je viens de parcourir un document qui d'ailleurs me permet de donner ce bel exemple. Il y a d'autres que je connais. Je connais cet enfant était d'une famille extrêmement pauvre. Il venait d'une famille pauvre. Son père vivait il était puisatier, donc il creusait des puits pour vivre. Et la maman ne faisait que des petits commerces. Mais cet enfant-là, à cause de la stabilité, il a été brillant. L'histoire a été présentée de la 3e à la terminale. Il a toujours été major. Il a même à chaque fois décroché des prix d'excellence de son établissement jusqu'à ce qu'il ait une bourse qui lui ouvre les portes pour l'Europe. Donc je veux dire que, alors que les parents n'ont rien, il se demandait d'ailleurs, tu vas aller en Europe, comment nous allons faire pour payer le billet? Il dit non, l'école, à cause de la qualité de mon travail, prend tout en charge. Donc souvent quand on demande aux parents de veiller sur les enfants, beaucoup font de l'amalgame. Il y en a qui disent oui, je donne tout. Il ne s'agit pas de ça, ou je n'ai rien. Alors quand on dit de s'occuper des enfants, c'est vrai qu'il faut un minimum, mais on s'occupe en fonction de ce qu'on a. D'ailleurs, l'expérience nous montre clairement que ce ne sont pas toujours les enfants qui viennent de grandes familles en griffes, c'est-à-dire des familles riches qui réussissent. Dans le même document, effectivement, c'était des enfants il y avait des enfants qui appartenaient à des familles de riches et malheureusement ont repris à 2 reprises de bac, ont été renvoyés. Alors que ce jeune homme dont je parle vient d'une famille pauvre. Il vivait même dans un taudis pratiquement, mais il était tellement concentré avec le soutien de la famille, il a été major. Donc il ne s'agit pas d'un problème d'argent. C'est vrai, il faut de l'argent parce que les fournitures doivent être achetées. Il faut de l'argent parce que voilà, il faut payer les frais de scolarité, même si c'est pas très élevé, c'est relatif d'ailleurs quand on dit c'est élevé ou pas. Mais il faut un minimum de moyens. Mais les moyens ne sont pas une condition sine qua non pour qu'un enfant réussisse. Parce que comme je le dis et je répète, il y a pas mal de familles on connaît, dont les enfants sont issus des familles à papa, comme on le dit, qui vont à l'école en voiture climatisée, ils reviennent en voiture climatisée, à midi, petit déjeuner, en fait, tout ce qu'il faut y est. Mais malheureusement, quelquefois à cause de l'ambiance familiale, le résultat n'est pas toujours forcément bon. Très bien. Alors, docteur, premier sous-thème, donc, l'état des lieux. Oui, c'est ce que nous venons de faire, c'est une réalité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour vous, quelle est la part des choses? Comment est-ce que les enfants, en général, les élèves sont encadrés? Alors, en général, ce que nous avons constaté, je ne suis pas enseignant, mais quand même, on a enseignant entre griffes, mais on a le privilège quand même de rencontrer des élèves. Souvent, ce que les parents font, dès que l'école commence, ils vont faire des inscriptions. Et puis après, c'est fini. Ils s'en débarrassent. C'est-à-dire que le suivi de l'enfant ne les préoccupe pas. Donc, il y a des parents qui sont souvent surpris qu'à la fin de l'année, l'enfant soit
renvoyé de l'école, ça allait à réinscription. En échec scolaire. En échec scolaire. Bien souvent, c'est quand c'est trop tard. Hein, c'est déjà souvent tard. L'école tire la sonnette d'alarme parce que l'enfant soit fait l'école buissonnière, il ne vient pas au cours, il accumule des heures d'absence énormes. Quelquefois, il y a une faute grave, par exemple qu'il manque de respect à un de ses professeurs ou qu'il se bat. Et c'est là que le parent prend conscience de l'ampleur de la situation. Et bien souvent, c'est un peu tard. Même dans certains cas que nous avons connus, l'école a convoqué les parents, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus à la convocation. Vous ne pouvez pas comprendre, par exemple, qu'il y a 3 trimestres dans l'année et qu'à la fin de l'année, aucun des bulletins n'est retiré. Maintenant, les bulletins ne vont plus par la poste. Chaque parent est chargé de se déplacer pour aller dans l'école pour récupérer son bulletin, le bulletin de son enfant. Mais moi, j'ai constaté dans l'établissement, un des établissements que je connais, je ne dirai pas de nom, où le bulletin du premier trimestre, deuxième, troisième sont là. C'est parfois au moment de la réinscription que le papa va prendre et se rendre compte que son enfant est rayé de la liste de ceux qui doivent continuer l'école dans l'établissement. Donc tout ça montre clairement un mauvais fonctionnement de la maison, ou alors dans certains cas, le papa il rejette tout sur la maman. Ce sont tes enfants, il faut s'en occuper. Parfois la pauvre mère, elle n'a pas soit un niveau acceptable, donc ça veut dire qu'elle n'est pas allée forcément à l'école ou elle n'est pas arrivée loin. Elle ne peut pas le faire, elle ne peut que crier. Je sais qu'il y a des parents qui toute l'année scolaire ne vont jamais se renseigner, même au niveau des encadreurs, pour demander comment mon enfant se comporte vis-à-vis des enseignants et vis-à-vis des encadreurs. Ils n'y vont jamais. On n'accompagne jamais l'enfant, on ne cherche jamais à savoir qu'est-ce qui se passe à l'école. Et malheureusement, bien à la fin, c'est grave. Il y a également le fait que, et c'est surtout ça le sujet, l'instabilité, que les conflits à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire entre le père et la mère, qui se trouvent soit en situation de famille monoparentale ou recomposée, se trouvent toujours en conflit. Et cet enfant-là, évidemment, ne va pas travailler. J'ai vécu une situation difficile. Ce sont des enfants, et je les interpelle pour ceux qui vivent ces genres de situations, qui est né et qui refuse simplement d'aller à l'école parce que son père ne l'a pas reconnu. Donc sur son papier, il n'y a pas son nom. Donc cet enfant, il est perturbé. Parce que ses amis se moquent de lui comme étant un enfant bâtard, comme il était un enfant sans père. Et du coup, il préfère fuir l'école, il quitte la maison, il peut faire des jours, il ne met ni mes papiers. Donc vous voyez, l'irresponsabilité des parents ici, ce n'est même pas un problème d'argent, fait que cet enfant-là pourrait perdre son année scolaire. Mais Dieu merci, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont sensibles, qui vont l'aider. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent ce genre de situation. En même temps, il faut les interpeller pour dire ceux qui vivent de se faire aider. Parce que je leur dis toujours que si vous allez dans ce sens, vous perdez 2 fois. Le côté affectif, parental, vous manque. Mais si vous n'allez pas à l'école pour avoir une situation sociale acceptable, vous serez rejeté de la société dans les rues. Et là encore, votre colère va augmenter davantage. On peut utiliser donc cette frustration-là comme moyen de se dépasser. Oui, se venger. Pour dire justement, mon père ne m'a pas reconnu, il ne veut pas ne s'occupe pas de moi. Voilà. Moi, je vais travailler à l'école, devenir quelqu'un demain pour lui prouver qu'il a eu tort de se comporter ainsi. Absolument. Donc toujours dans la même... Pour cela encore, il faut une force de caractère. Il faut une force de caractère, mais... Et puis transformer cette frustration en énergie. En énergie positive. Donc on a besoin, mais souvent, ce n'est pas facile. Et des personnes qui traversent ce genre de situations, je pense que les enseignants, les autres parents ou d'autres professionnels comme les psychologues, les psychiatres et autres pourraient solliciter pour aider ces enfants-là à se reconstruire une vie. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, effectivement, qui sont dans la rue, simplement parce que l'ambiance familiale n'étant pas bonne, ils ont trouvé leur place à la rue en abandonnant l'école. Alors parlons justement, docteur, de relations dans la famille. On parle de relations de qualité. Oui, bien sûr. D'une entente, d'une symbiose, d'une harmonie dans la famille, non seulement entre les parents, mais entre les parents et les enfants. Absolument. Et entre les enfants eux-mêmes. Absolument. C'est-à-dire que si les enfants n'ont pas de bonnes relations entre eux, ça peut être source. Parce que je prends un exemple d'un enfant qui estime que ses parents aiment plus ses frères que lui. Du coup, s'il ne comprend pas qu'il n'y a pas de discussion en famille, de réunion de famille pour essayer de clarifier les choses, pour permettre à l'enfant de s'expliquer, pour que les parents lui expliquent clairement leur comportement, il prend ça et cela prend place dans son esprit. Et évidemment, comme beaucoup d'enfants le disent, il se venge des parents en refusant d'aller à l'école, étant la conséquence d'une situation malsaine, j'allais dire, de la maison. Donc il faut faire en sorte qu'on ne demande pas que le père et la mère s'entendent à 100% sur tous les sujets, mais c'est surtout la qualité de gérer les sujets. Par exemple, à la rentrée,
il s'agit d'acheter les fournitures. Et le père qui va accuser par exemple la maman comme étant la cause d'avoir dépensé tout l'argent dont lui n'a rien à donner, la maman n'a qu'à le faire. Et ça se fait souvent au vu et au su des enfants. Ça frustre les enfants qui soit vont prendre ça pour défendre leur mère ou leur père parce que ça peut être des deux côtés, vont bien travailler pour demain sauver ma maman, etc. etc. Donc il y a ces situations. Il y a également le fait que, comme on appelle, les relations même entre les enfants ne sont pas de bonne qualité pour de diverses raisons que nous allons aborder certainement. Très bien. Monsieur Aboulaye est en ligne, il nous appelle de l'Angola. Allô? Monsieur Aboulaye? Allô? Allô, allô? Monsieur Aboulaye? D'accord. Docteur. Oui, donc comme je le dis, il y a également la négligence due à la situation professionnelle du moment. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens finissent leurs études, il y a des difficultés pour trouver un emploi. Alors là, on est dans le second sous-thème. On est dans le second sous-thème, on va switcher tout de suite. On a fait l'état des lieux, c'est une réalité. Et les effets. Voilà. Je lisais un journal de la place. Avant de revenir pardon, oui, à la situation professionnelle, moi j'aimerais qu'on insiste sur la qualité des relations entre les parents. Et vous en parliez d'ailleurs fort justement, ces parents-là qui n'hésitent pas à se disputer devant les enfants. Ça, c'est une grave erreur. Quel que soit, moi j'estime, et puis je pense que je ne suis pas dans le faux, quel que soit... Non, vous êtes dans l'absolue vérité. Oui. Merci, ça fait plaisir. Alors, quel que soit le degré d'incompréhension, de mésentente, je pense que la chambre est l'endroit le plus indiqué, ou même à l'extérieur. Même au salon, si vous voulez, mais en l'absence des enfants. Mais il y a certains parents qui n'hésitent pas à se déchirer, à s'insulter. Il y a des paroles très violentes qui sont dites devant les enfants et ça perturbe énormément. Oui, vous allez interroger les enseignants, que ce soit du préscolaire, du primaire ou du lycée. Ils vont vous le dire, donc je reviens tout à l'heure après. D'accord. Madame Patricia est en ligne, elle nous appelle de Port-Boué. Allô? Allô? D'accord. Oui, donc ce sont des situations très malheureuses et malencontreuses qui arrivent. Souvent, vous voyez un enfant qui, au début de l'année ou au début de ses études, est très brillant. Et puis, sans raison apparente, il n'a pas été malade, ses résultats scolaires commencent à fléchir. En ce moment-là, surtout dans le maternel, en tout cas, les maîtresses en la matière sont expertes. Elles vont observer, chercher à comprendre. Et en explorant, on se rend compte qu'à la maison, ça ne va pas. Il y a une situation sur laquelle moi j'avais été interpellé une année, il y a quelques 2 ans, d'un monsieur qui vit avec une femme, 2 enfants, et en pleine année scolaire, alors que l'enfant le plus grand était en maternelle, vide la maman. Mais de quelle manière? La manière, j'allais dire, une des plus cruelles possibles. On jette ses affaires dehors, devant les enfants. Il faut partir chez tes parents, on ramasse tes affaires, la nuit, il faut partir. Et cet enfant qui était très éveillé dans le milieu scolaire, s'est cloîtré, il s'est isolé. Il a commencé à se replier sur lui-même. Quand vous dites que l'enfant est en maternelle, on peut penser qu'il est jeune et qu'il ne comprend rien à la situation. Ils comprennent, les enfants comprennent. Voilà. Quand les parents s'entendent et que l'ambiance est bonne, même un enfant d'1 an ou 2 ans, il en est conscient. Et il vit très bien. Parce qu'il peut aller chez papa, s'asseoir sur ses pieds, danser. Papa ne va pas le chasser. Il peut aller également chez maman chercher à téter. Et l'ambiance est bonne. Les enfants sont très observateurs. Souvent, les gens sous-estiment l'intelligence et la capacité de compréhension des enfants. Mais les enfants sont très intelligents. Et tout ce que nous faisons, ils remarquent. D'ailleurs, vous allez voir que vous êtes à table avec vos enfants pour sortir certains propos. Ils vont vous le rappeler demain, sans faire attention. Mais papa ou maman, l'autre jour, là, tu as dit telle chose. Alors que vous l'avez dit de façon anodine, comme ça, en passant. Et si c'est des propos qui ne sont pas bien, c'est-à-dire que si c'est des critiques et que cela sort devant le visiteur, tout à fait. Vous êtes complètement foutu. Mais vous allez le frapper, mais c'est vous qui êtes responsable. C'est l'ambiance que vous avez créée qui n'a fait que refléter ou répéter vis-à-vis du visiteur qui est venu à la maison. Donc, cet enfant a commencé à s'isoler. Il ne participait plus du moins à la vie communautaire de la classe. Il était dans son coin et en ce moment, la maîtresse observe et fait ses enquêtes et on se rend compte effectivement que c'est parce qu'à la maison, il y a des conflits larvés qui ont abouti à l'expulsion, j'allais dire, de la maman
qui a créé cette ambiance. Ce sont des enfants qui ont moins de 7 ans et qui restent encore attachés, même à notre âge, nous qui avons nos mamans qui vivent. Je le dis toujours, toi vous-même le dites toujours, j'aime ma maman, c'est la meilleure maman au monde. À votre âge, vous restez encore attaché à votre mère, ce qui est une bonne chose, c'est une source de bénédiction. Et ils encouragent à continuer à le faire. Ceux qui ne le font pas, qu'ils le fassent parce que c'est une source de bénédiction. On a déjà cette affection-là, de voir si notre maman est en train de souffrir, ça nous pèse déjà dessus, malgré notre âge. Mais à 7 ans, on est fragile. À 10 ans, on est fragile. Et quand cette ambiance existe, on ne doit pas être surpris de voir qu'à la fin de l'année, les résultats scolaires soient catastrophiques. Parce que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Éducation nationale, fait ce qu'il faut pour que les résultats s'améliorent. Je pense que ces dernières années, selon les statistiques, les taux se sont améliorés, mais il est important que la famille joue son rôle à la base pour que les résultats puissent effectivement encore s'améliorer pour le bien de notre pays. Alors, on a un appel de Koumassi, Madame Yoboué nous appelle de Koumassi. Allô? Yoboué. Oui, bonjour Madame. Oui, bonjour. Oui, Madame Yoboué, vous pouvez baisser... pour intervenir un peu oui, pardon, Madame Yoboué, avant votre intervention, vous pouvez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Ok. Oui. Voilà, on vous écoute, Madame Yoboué. Bon, je voulais intervenir par rapport à l'émission là. Oui. Par rapport aux enfants, bon, moi, personnellement, j'aurais voulu vraiment éviter les histoires avec mon mari. D'accord. Mais il se trouve que très souvent, par rapport aux enfants, ils m'accusent et verbalement, très violemment, ils m'accusent devant les enfants en disant que moi je ne connais rien, je ne peux rien apporter aux enfants, tout ça. Bon, je ne sais pas comment l'empêcher de faire cela devant les enfants. C'est un problème vraiment sérieux que vous débattez là, qui nous peine vraiment. Parce que les enfants sont là, le mari qui est leur papa, il dit devant les enfants que sa femme ne peut rien, elle ne peut rien apporter aux enfants. Vraiment, c'est une situation difficile pour moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Madame Yoboué. Oui, c'est une frustration légitime, je voulais interpeller vivement et là encore, on parlait même de la frustration subie par les enfants, mais il y a la maman également qui est humiliée devant ses enfants. Oui, quand elle est humiliée, en fait les enfants, on l'a dit la dernière fois, les enfants vont subir également cette humiliation. Vous savez, un enfant qui est bien élevé en dehors de quelques circonstances, nos parents sont nos dieux sur terre. Et j'ai toujours plaidé partout où je suis passé pour que nous aimions nos parents malgré ce qu'ils sont. Donc il y a l'amour maternel, il y a l'amour paternel. Mais particulièrement dans le cas de Mme Yoboué, ici il s'agit de l'amour maternel. Ce sont des enfants qui aiment leur mère. Et je dis toujours aux gens, voyez porter 9 mois de grossesse, aller en couche avec le risque de perdre la vie et donner naissance à un enfant. Quand l'enfant s'imagine, moi j'ai déjà assisté à des accouchements, cet enfant-là, il est lié, même s'il n'y a pas de lien direct, on sent le lien affectif qui est là. Et brimer la maman de cette façon, les enfants vont recueillir cela. Et si M. Yoboué ne fait pas attention que ça continue ainsi, les enfants risquent d'avoir plus tard, ils vont se rebeller contre lui. Parce que si effectivement la maman ne pose pas des actes qui ont tendance à, comme on appelle, étouffer leur évolution, et que la maman fait ce qu'elle peut malgré son bas niveau, tôt ou tard, c'est le papa qui va payer les pots cassés. Très bien. Monsieur Kouassi est en ligne également. Il nous appelle Dany Bilek. Où il est parti. Donc je voudrais interpeller Monsieur Yoboué, puisque tous les hommes qui sont également à l'antenne, de faire en sorte que s'ils sont trop intelligents, de rendre plutôt grâce à Dieu que d'aller insulter leur partenaire pour dire tu ne vaux rien. Et à la limite, je le dis souvent à des hommes, si vous aimez votre femme et qu'il y a un petit niveau, cherchez à la mettre à l'école, encouragez-la à aller à l'école, à apprendre à lire, à écrire. Si elle est arrivée en 3e, que vous avez un bachelor ou bien je ne sais quel diplôme du supérieur, encouragez-la à arriver peut-être à avoir un niveau terminal, pourquoi pas. Donc je pense qu'il est impératif que les hommes puissent éviter ce genre de discours virulent qui, à terme, va avoir des conséquences sur les enfants, mais aussi sur eux-mêmes. Parce qu'un enfant que vous avez fait et qui ne devient rien, c'est un problème pour vous. J'ai discuté avec un monsieur ce matin, je lui ai dit, mais quand dans votre retraite, les enfants ne sont pas casés, c'est la plus mauvaise retraite possible de la vie. Vous vieillissez très vite. Mais quelquefois, on oublie que très souvent, on a été aussi à la base, initialement à la base, par notre comportement, par notre façon de faire, la conséquence de ces enfants.
Docteur, on a souvent parlé ici, quand on parlait de divorce, de relations conflictuelles entre partenaires, entre époux, on parlait beaucoup de ces femmes-là qui, malgré une situation délétère à la maison, où on sait que l'homme ne vous aime plus, qu'il a des maîtresses, qu'il fait beaucoup de choses dehors, ces femmes-là restent dans le foyer en disant « je le fais pour mes enfants, je suis là grâce à cause de mes enfants ». Et on n'était pas d'accord sur cette façon de faire, mais quand on prend en compte le fait que rester se séparer peut-être, et quand on se sépare, quand ça se passe mal, ça a un impact aussi négatif sur les enfants. Finalement, on est tenté de donner raison à ces femmes-là qui supportent, qui subissent beaucoup de choses dans leur foyer au nom de leurs enfants. Oui, c'est un couteau à double tranchant. D'accord, vous allez répondre tout de suite après, docteur. On a Madame Sidibé qui nous appelle de Boaké. Allô? Oui, allô? Bonjour Madame Sidibé. Bonsoir, Alba. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Ouais, je voulais en venir au fait... Quand on dit, quand ça ne va pas à la maison, chez un élève à l'école, ça ne va pas. Et moi-même, j'en étais victime quand j'étais encore gamine. D'accord. Et quand ça n'allait pas à la maison, j'avais tout le temps de mauvais résultats. Je voudrais dire aux parents, essayer de régler les problèmes entre eux pour ne pas que ça agisse sur les enfants. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Bonne journée à vous. Oui. Merci, au revoir. En tout cas, merci pour son appel. Comme je le disais, le fait de vouloir rester dans le couple est un couteau à double tranchant. Vous êtes là, mais en réalité, vous ne vivez pas. Parce que les humiliations vont se succéder. J'ai même connu des cas où les enfants conseillent à leur maman, mais ce n'est pas une vie, il vaut mieux partir. Il vaut mieux partir. Parce que le gars va te tuer à la limite. Mais finalement, on se dit que les deux situations sont traumatisantes pour les enfants. C'est traumatisant. Des deux mots, il faut choisir le moindre. Le moindre, ce n'est pas forcément de rester en fonction c'est au cas par cas. Ce que moi j'ai souvent conseillé de pareilles circonstances, c'est de demander l'avis à l'enfant où il veut rester et avec qui il veut rester. C'est là toute la problématique. Le père dit je suis le père, donc je prends la décision de les mettre là où je veux. Et quelquefois il les prend, il ne les met même pas chez lui, il va les donner à sa soeur ou une cousine quelque part. Et la maman en souffre. D'accord, docteur, on revient à ça. On a un téléspectateur ou une téléspectatrice qui veut garder, qui veut garder son anonymat. En tout cas, elle nous appelle de Koumassi. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, en fait, c'est pour rendre un petit témoignage. Oui. Je voudrais participer à l'émission pour dire que il faut avoir d'abord le moral. Parce qu'en tant qu'élève, c'est vrai qu'on a des situations parfois difficiles, mais ça dépend de la force de caractère qu'on a. Moi, par exemple, j'ai vécu avec ma cousine de la seconde à la terminale. Et arrivée en classe de seconde, au niveau du deuxième trimestre, elle m'a retirée de l'école. Sous prétexte qu'elle n'avait plus les moyens de pouvoir assurer la scolarité. Ce qui était totalement faux. Bon, on a dû batailler, aller jusqu'à la justice. Et finalement, au troisième trimestre, elle m'a remis en classe. Mais je veux dire qu'avec le premier trimestre que j'ai fait, je n'ai pas fait le deuxième trimestre. J'ai fait le troisième trimestre simplement. Je suis passée en classe de première. En classe de première, c'était la même chose. Je suis allée encore en classe de terminale. En classe de terminale, là, c'était totalement la cata. Elle m'a demandé de partir de la maison. D'accord. En partant de la maison, elle m'a dit qu'elle ne voulait même plus assurer ma scolarité, de me débrouiller comme je pouvais, de voir ce que je pouvais voir pour pouvoir me scolariser en terminale. Et bon, j'ai encore dû batailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai repris la classe de terminale. J'ai fait la classe de terminale normalement et j'ai eu mon bac A2. Et actuellement, je vous dis que je suis en deuxième année de RHCOM et ça va très bien. Mais je vous dis que simplement, il faut garder le moral parce qu'il faut être fort dans la tête. Exactement. Et puis être vraiment courageux parce que c'est vraiment pas facile. Voilà, c'était un peu le petit témoignage que je voulais donner. Merci beaucoup, mademoiselle, et félicitations pour votre parcours. On est plein d'admiration pour vous. Et puis, on espère que vous allez continuer comme ça. De toute façon, vous avez déjà le moral, vous avez la force de vous battre. Il n'y a qu'un avenir brillant qui vous attend. Merci encore. Merci beaucoup. Félicitations. Oui, je pense que c'est un bel exemple. Malheureusement, tout le monde n'a pas la même capacité. Mais il faut minimiser dans les circonstances où on peut ne pas empêcher. Vous parlez souvent de relativiser. Voilà, il faut relativiser. Et c'est un des objectifs de l'émission. Ceux qui vont entendre ces témoignages-là
vont comprendre finalement que bon, même si ça ne va pas, je peux me concentrer, ce n'est pas la pire des situations, je peux quand même me forcer, mais sachez quand même que chacun a sa personnalité. Donc pour revenir sur la question de quand il y a les conflits, il faut partir ou rester, pour moi c'est de demander à l'enfant où il veut aller. Vous savez, quelquefois il y a des parents qui vont pousser la méchanceté, parce que ça il faut dire de la méchanceté. Si tu vas chez ta maman, je ne paye plus ton école. C'est-à-dire le fait que l'enfant dise que je me sens mieux à un moment, je vais partir avec elle. Si tu vas chez ta mère, je ne paye plus ton école. Mais c'est cruel, ce n'est pas l'école de la maman, on paye. Il s'agit d'un enfant qui est né, qui d'ailleurs n'a pas demandé à venir au monde, qu'à un moment donné, vous avez dit à sa mère que vous l'aimez, elle a porté la grossesse, il est né, vous avez l'obligation de lui assurer sa scolarité. C'est de la méchanceté. Bien souvent même, on veut garder l'enfant pour ne pas avoir à payer quoi que ce soit à la maman. Parce que tant que l'enfant vit chez sa mère, on est obligé d'assurer un minimum, peut-être le loyer, bien sûr, la nourriture et tout. Donc on se dit, si on garde l'enfant, on n'a plus rien à donner à la maman. Et c'est l'enfant qui en pâtit encore une fois. Vous savez, dans la tradition, particulièrement à Caen que je connais mieux, dès qu'il y a un enfant, un homme, une fois vous êtes marié, vous êtes comme marié même. C'est-à-dire même si vous n'êtes plus ensemble, la femme a un problème, la tradition vous fait obligation morale d'intervenir. Très bien. On a une téléspectatrice encore qui requiert l'anonymat. Elle nous appelle de Yopougon cette fois-ci. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Voilà, j'ai participé j'ai suivi l'émission. Oui. Et je voudrais déjà dire que moi-même, je suis un fruit de conflit familial. D'accord. Oui, et ça n'a pas été du tout facile. Heureusement, j'avais une grande force de caractère et j'ai pu m'en sortir. Aujourd'hui, je travaille et je suis dans un établissement. Et c'est pratiquement les mêmes choses que j'ai vécues que beaucoup d'élèves vivent. Et par votre biais, je voudrais donner des conseils aux parents. C'est vrai que l'école éduque aussi, mais l'éducation de base revient aux parents. Tout à fait. Voilà, parce que les enseignants, les éducateurs et tout le personnel d'encadrement ne peut que suivre le travail de l'enfant. Mais tout vient de la base. Voilà, parce qu'il y a des parents, franchement, comme vous l'avez dit, qui ne vont pas prendre le bulletin de l'enfant. Et souvent, l'enfant dit, je vais en classe supérieure, et ils viennent inscrire l'enfant, et se rendent compte que l'enfant est renvoyé. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités, et le suivi à la maison est primordial. Voilà, et ça évite beaucoup de choses. Très bien. Et j'en profite pour demander aux parents de vraiment montrer à leurs enfants qu'ils les aiment. D'accord. Voilà, et ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas qu'on va rejeter la faute sur l'enfant. Voilà, parce que l'enfant, à la longue, peut ne pas aimer le parent qui l'a primé et on peut se retrouver dans une situation de non-retour.